Bienvenue pour cette discussion approfondie sur une œuvre absolument majeure de la philo occidentale, La République de Platon. Bonjour, oui, un texte fondateur. On va se baser sur des extraits de l'édition Cambridge, la traduction Griffith, pour essayer de comprendre un peu mieux ce texte. Tout à fait. L'idée, c'est de remonter à cette Athènes en pleine crise pour saisir ce qui a façonné la pensée de Platon. On va voir sa critique des régimes politiques et puis bien sûr sa fameuse cité idéale, Callipolis. Callipolis, où la justice et l'éducation sont vraiment centrales. Exactement, et d'ailleurs pour commencer, l'ouverture du dialogue est déjà très parlante, non? Ah oui, tout à fait. Socrate qui descend au Pirée. Le port d'Athènes. Oui, le port, un lieu bouillonnant. Mais il n'y va pas pour le commerce, il y va pour un festival religieux, celui de Bendis, une déesse thrace. C'est la première fois qu'on célèbre ça à Athènes. Et ce lieu, le Pirée, il a une signification particulière ou pas? Oui, énormément. C'est le cœur du commerce, bien sûr, ouvert sur l'extérieur. Mais c'est aussi un symbole fort de la démocratie. C'est là que la résistance contre les 30 tyrans s'est organisée et a triomphé. Ah, d'accord. Donc, c'est dans ce contexte très chargé historiquement, chez Céphale. Un riche métèque, c'est ça? Un résident étranger Exactement, un résident étranger installé, respecté, et en compagnie de Polémarque, son fils, de Glaucon et Adimante, les frères de Platon. Et Thrasymachus, le sophiste. Et Thrasymachus, oui. C'est là que la discussion sur la justice va démarrer, dans un lieu qui a vu la démocratie renaître après l'oligarchie. C'est fou comme ce contexte historique est essentiel. On est à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Athènes est à genoux après la guerre du Péloponnèse. Oui, une défaite terrible contre Sparte. Et une instabilité politique énorme, avec cet épisode des 30 tyrans en 404. Une période sombre, oui, de terreur, de purge politique. Et ça touche Platon personnellement, même familialement. Ah oui, très directement. Chrysias, un des chefs les plus durs des 30, et Charmide, un autre membre influent et qui était responsable du Pirée, justement. C'était ses oncles. Exactement. Ses oncles. Et Critias meurt au combat au Pirée, près du temple de Bendis, là où commence le dialogue. L'ironie est pesante. Il y a une autre ironie assez tragique mentionnée dans l'intro de la source, non? Concernant les frères de Platon. Oui, Glaucon et Adimante. Dans le dialogue, ils sont très amis avec Polémarque. Mais la famille de Polémarque, cette famille de métèques, riche et respectée, Elle va être persécutée par les 30. persécutée et spoliée par le régime dont les propres oncles de Glaucon et Adimante étaient des figures clés. Ça montre bien les déchirements de l'époque, quoi. On imagine le climat, ce factionnalisme intense, l'opposition entre oligarchie soutenue par Sparte et démocratie à l'athénienne. C'était quasi permanent. Une lutte entre riches et pauvres, souvent. Thucydide l'a décrit de manière incroyable, comment les factions internes utilisaient les conflits externes. Chacun a appelé Sparte ou Athènes à l'aide pour écraser l'autre camp. C'est ça. Bon, après, la réalité était sans doute un peu plus nuancée, hein. Il y avait différents types de régimes, une classe moyenne existait, les motivations n'étaient pas que économiques, Mais cette polarisation a marqué Platon. profondément. Il a vu les excès des deux côtés. Sa désillusion politique, elle vient de là. Et puis, le coup de grâce, évidemment. La mort de Socrate. La condamnation de Socrate en 399, par la démocratie restaurée. Ironiquement, en partie à cause de ses anciens liens avec des gens comme Critias. C'est terrible. Et au cœur de tout ça, il y a ces deux modèles, Sparte et Athènes. Deux mondes opposés. Oui, l'introduction de notre source les décrit bien. Athènes, c'est une citoyenneté assez large, une économie diversifiée, le commerce, la flotte. Une ouverture culturelle aussi, l'accueil de cultes étrangers comme Bendis, la présence des métèques. Voilà. Et de l'autre côté, Sparte, le modèle inverse presque. Un noyau dur de citoyens soldats. Les Spartiates, oui, entourés de non-citoyens, les Périèques, et surtout des Ilotes, les serfs, qui cultivent la terre pour eux. Une société fermée, militariste. Très fermée. Entièrement tournée vers la guerre, la discipline, célèbre pour son onomia, son bon ordre, basé sur la gaugée. L'éducation spartiate si rigoureuse. Exactement. Une éducation collective visant la vertu guerrière, l'obéissance, l'hostilité. Et ce modèle spartiate, il a influencé les 30 tyrans à Athènes. La source fait des parallèles. Oui, des parallèles assez troublants. Limiter le nombre de citoyens à 3000, comme les Spartiates, désarmement des autres, expulsion des opposants, ciblage des métacriches. Pour prendre leurs biens. Tout à fait. Et leur justification, c'était de purger la cité, de la ramener à la vertu et la justice. Une vision très élitiste, très autoritaire. Très inspiré par Sparte. Et c'est là que ça devient fascinant, ou inquiétant peut-être. Certains aspects de cette idéologie, l'élite vertueuse qui doit gouverner, l'éducation contrôlée, une certaine méfiance envers la richesse,
On va retrouver ça transformé dans Calitolis. Ben oui, on va retrouver des échos complexes dans la cité idéale de Platon. Alors, Callipolis, la belle cité, la cité juste. Les parallèles avec Sparte sont clairs, Indéniable. Une classe de gardiens, une élite militaire et dirigeante. dont les besoins sont pris par les producteurs. Voilà. Et l'accent mis sur leur éducation. Une éducation hyper contrôlée, collective, dès l'enfance. Avec des idées radicales comme le rôle élargi des femmes gardiennes, ou même séparer les enfants de leurs parents après 10 ans. Oui, ça c'est à la fin du livre 7. C'est une mesure choc. Clairement, Callipolis est une utopie. Mais est-ce que c'était un plan concret pour lui, ou plutôt un idéal, une métaphore? C'est la grande question. L'idée d'imaginer des cités idéales n'était pas nouvelle, hein. Il y avait les comédies d'Aristophane, Les oiseaux, l'assemble des femmes. voilà, avec des idées de communauté des biens, des femmes, reprises de façon plus sérieuse par Platon pour ses gardiens. Mais il y avait aussi des penseurs plus terre-à-terre, si on veut. Comme Phaléas de Chalcédone, l'égalité des terres. Oui, ou Hippodamos de Milet, l'urbaniste qui a dessiné le Pirée d'ailleurs. Il proposait une division fonctionnelle, artisans, agriculteurs, guerriers. Mais Callipolis, c'est différent. Il n'y a pas de description physique, géographique. Presque pas. Contrairement à l'Atlantide dans le Timée. Callipolis, c'est une structure avant tout. Ça s'inscrit plus dans la lignée des Politeia, les traités sur les constitutions. Comme ceux sur Sparte ou les Prytiques d'Athènes. Exactement. Fonder une nouvelle cité, c'était courant. On dit que Platon a refusé d'écrire les lois pour Mégalopolis parce qu'il ne voulait pas l'égalité des possessions. Mais la République, c'est d'abord une exploration philosophique de la justice via une constitution idéale. Et au sommet, l'idée la plus folle, peut-être, les philosophes rois. Ou les rois philosophes, le fameux passage 473 CD. Ils savaient que ça allait choquer, non? Ah oui, il le dit lui-même. Il compare ça au ridicule des femmes au pouvoir chez Aristophane. Mais c'est le point clé pour lui. Ça lui permet de dire « voilà ce qu'est un vrai philosophe ». Pas les sophistes ou les rhéteurs comme Isocrate. Non, eux ils enseignent à bien parler pour réussir en politique, sans chercher la vérité et le bien. Le vrai philosophe, lui, contemple les formes. Et donc, l'éducation de ces futurs philosophes rois, c'est crucial. C'est le cœur du réacteur de Callipolis. Livres 3, 2 et 7 surtout. Et ça commence par une critique radicale de l'éducation traditionnelle. Basé sur Homère, les mythes. Oui, Platon dit censure. Il faut virer toutes ces histoires où les dieux sont méchants, menteurs, se battent entre eux, causent le malheur. Fini les vengeances divines, les enfers terrifiants. Voilà, les dieux doivent être montrés comme parfaitement bons, causent uniquement du bien. Et la poésie doit exalter le courage, la tempérance, la vérité. Mais il y a cette idée du noble mensonge quand même. Les dirigeants ont le droit de mentir. C'est ça, le Gennanium Pseudos. Un mythe fondateur pour persuader tout le monde, même les dirigeants à terme, qu'ils sont frères, issus de la terre mais faits de métaux différents. Pour les chefs, argent pour les guerriers, bronze et fer pour les autres. Exactement. Pour assurer la cohésion, que chacun accepte sa place. C'est Une idée très controversée. une forme de manipulation par l'élite, hein. On peut le voir comme ça. Et le contrôle va jusqu'à la forme artistique, la musique. Ah oui, Platon se méfie terriblement du pouvoir des émotions artistiques. Il limite l'imimésis, l'imitation directe. Il préfère le récit simple. Et pour la musique, c'est encore plus strict. Certains modes sont bannis, se juger plaintifs ou mous, comme le lydien ou l'ionien. On garde que ceux qui imitent le courage et la modération. Le dorien et le phrygien. C'est ça. L'idée, c'est de créer un environnement global qui forme l'âme insensiblement vers l'harmonie, l'ordre, Et après cette base musico-poétique et physique, qui vise l'équilibre âme-corps, pas juste les muscles, hein. vient le programme supérieur pour l'élite. Long et difficile. Très. 10 ans de maths, arithmétique, géométrie plane, solide, astronomie, harmonie. Pas juste pour s'entraîner l'esprit, hein. Non, non, c'est fondamental. Les maths habituent l'âme à l'ordre, à la rationalité, à la nécessité. Ça structure l'esprit du futur chef. Et seulement après, la dialectique. Oui, l'art suprême, pour remonter aux formes, au bien. Le but, c'est vraiment de sortir du monde sensible, le monde des illusions. Pour aller vers l'intelligible, le vrai. Voilà, détourner l'âme de ce qui devient vers ce qui est. Et cette formation mathématique, elle sert concrètement au philosophe roi quand il doit gouverner. Oui, Platon le suggère. Une fois qu'il a vu le bien, il doit redescendre dans la caverne. Son savoir lui sert à gérer la cité, maintenir l'ordre, la justice. Peut-être par des notions de proportionnalité, comme Aristote le dira plus tard. Les métaphores qu'il utilise sont fortes. Le capitaine de navire.
Oui, livre 6, la cité est un navire, le peuple, le proprio, est un peu sourd et myope, les politiciens et les marins se battent pour le gouvernail sans rien y connaître. Et le philosophe est le seul vrai pilote. Lui, il connaît les étoiles, les vents, le savoir immuable. Les autres le trouvent inutile, mais lui seul peut sauver le navire. L'idée, c'est moins d'aller vers une utopie lointaine que de maintenir le navire à flot en ordre. Et l'autre métaphore, c'est le peintre. C'est ça, le philosophe roi est comme un peintre. Son modèle, c'est le divin, les formes, le bien. Il doit d'abord nettoyer la toile, la cité, puis y peindre les vertus, justice, courage, en regardant son modèle. Le but n'est pas de rendre les citoyens divins. Non, mais de les rendre aussi plaisants à Dieu que possible. C'est un travail de réforme morale et sociale, ancré dans le transcendant, mais visant le concret. C'est incroyablement cohérent. Mais revenons à la question de départ posée par Glaucon et Adimante au livre 2. Le grand défi, Qu'est-ce que la justice en soi? Pourquoi est-elle toujours meilleure que l'injustice, même si l'injuste s'en sort très bien? c'est ça qui lance toute la construction. Socrate dit « Regardons d'abord en grand, dans la cité, avant de regarder en petit, dans l'âme ». Et la justice dans la cité, c'est quoi alors? Livre 4. C'est le principe de spécialisation. Ta auto praten, faire chacun sa propre tâche. Que chaque classe fasse ce pourquoi elle est faite, sans empiéter sur les autres. La sagesse chez les dirigeants, le courage chez les guerriers? Voilà. Et la tempérance, la sophrosyné, c'est l'accord de tous sur qui doit commander. La justice, c'est l'harmonie qui naît de tout ça. D'accord, pour la cité, mais Platon s'intéresse surtout à l'âme, non? Comment ça se transpose? C'est l'analogie clé. L'âme aussi a 3 parties. La raison, logistikon, le cœur, kumos, et les désirs, epitoumetikon. C'est ça. Et la justice dans l'âme, c'est le même principe. C'est quand la raison gouverne, aidée par le thumos bien éduqué, et qu'elle maîtrise les désirs. L'ordre intérieur. Exactement. L'injustice, c'est le désordre, la guerre civile dans l'âme, quand une partie prend le pouvoir sur les autres. C'est la maladie de l'âme, alors que la justice, c'est sa santé. Et Platon va même plus loin jusqu'au sort de l'âme après la mort. Fin de la République, livre 10. Oui, il essaie d'abord de prouver l'immortalité de l'âme. L'injustice ne peut pas la tuer, ni un mal extérieur. C'est l'argument. Et puis, le bouquet final, Le mythe d'Air. le récit du soldat revenu de l'au-delà. Oui, un voyage incroyable. Jugement des âmes, récompense ou punition pendant 1000 ans. Puis la vision du cosmos, le fuseau de la nécessité, les moires, les planètes. Et le moment crucial, le choix d'une nouvelle vie. Le moment clé. On jette devant les âmes des modèles de vie, tyran, roi, artisan, animal. Et chaque âme choisit. Avec cette phrase terrible, la responsabilité est à celui qui choisit. Le Dieu est sans faute. Exactement. Ça met l'accent sur la liberté, la responsabilité de l'âme. La vertu, elle n'a pas de maître, c'est à chacun de la choisir. Et la philo, elle aide à bien choisir. Elle est essentielle. Le mythe le montre bien. L'âme qui vient du ciel, vertueuse par habitude, mais sans philo. Elle choisit la tyrannie, oui, parce que ça brille. Et elle réalise trop tard l'horreur. Alors qu'Ulysse, rendu sage. Il choisit une vie simple, retirée. Voilà. La philo, c'est la seule chose qui permet de faire un choix éclairé, de briser le cycle des mauvaises réincarnations. C'est d'une richesse. Bon, si on essaie de résumer un peu, face au chaos de son temps, Platon propose Callipolis, une utopie basée sur la justice comme harmonie et spécialisation. Avec le philosophe roi au sommet, légitimé par son éducation vers le bien. Et ce lien constant entre la cité juste, l'âme juste et l'éducation. Des questions qui restent brûlantes aujourd'hui. Absolument. Et peut-être une dernière question pour la route, laissée en suspens par Platon lui-même. Ce mythe d'Air, il insiste tellement sur la liberté de choix, la responsabilité individuelle de l'âme. Oui? Comment ça s'articule avec Callipolis? Cette cité si ordonnée et si structurée, où tout semble défini d'en haut pour le bien collectif. L'éducation, la fonction, même la reproduction. C'est vrai qu'il y a une tension. Une tension entre cet idéal collectif, presque totalisant le Callipolis, et cette liberté individuelle soulignée à la toute fin. Est-ce que les deux sont vraiment compatibles? C'est peut-être une des grandes questions que la République nous laisse à méditer.